Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va voir ensemble aujourd'hui la démarche diagnostique devant une anémie chez l'adulte et l'enfant. D'abord, définition, l'anémie est la chute de l'hémoglobine inférieure à 13 grammes par décilitre chez l'homme, inférieure à 12 grammes par décilitre chez la femme, inférieure à 11 grammes par décilitre chez le jeune enfant, inférieure à 14 grammes par décilitre chez le nouveau-né et inférieure à 10,5 grammes par décilitre chez la femme enceinte à partir du deuxième trimestre. Devant toute anémie, un interrogatoire ainsi qu'un examen clinique minutieux doit être fait. L'interrogatoire recherchera le mode d'installation de l'anémie, aiguë ou chronique, les antécédents médicaux et chirurgicaux personnels du patient, donc antécédents de maladies inflammatoires, maladies auto-immunes, hémopathie, antécédents d'anémie, traités ou pas. Antécédents de prise de médicamenteuses, anticoagulants, anti-agrégants plaquettaires ou anti-inflammatoires, antécédents d'hémorragie antérieure et habitudes alimentaires et toxiques. Donc, pour l'alimentation, est-ce que le malade est végétarien ou pas? Est-ce que son alimentation est équilibrée? Et quels sont les aliments que le patient prend ou pas. Habitudes toxiques, donc tabac, alcool et tabagiqué ou autres drogues. Pour la femme en activité génitale, donc on recherchera les modifications menstruelles. On doit rechercher le nombre de grossesses. Si la patiente a été supplémentée pendant ses grossesses en fer et en folate. Et on recherchera aussi les antécédents familiaux de maladies inflammatoires, maladies auto-immunes, hémopathie, coagulopathie ou anémie hémolytique congénitale. Et on recherchera aussi bien sûr la notion de voyage. Pour l'examen clinique, on doit rechercher, déjà on doit apprécier l'état général du patient, on cherchera le syndrome anémique, donc la pâleur cutanéo-muqueuse qui est plus marquée en sous-inguinal et sous-conjonctival. On recherchera les manifestations fonctionnelles anoxiques, à savoir l'asthénie, la dyspnée d'effort, puis de repos, les vertiges, les céphalées, la tachycardie. On recherchera un souffle cardiaque, le plus souvent systolique éjectionnel. On recherchera aussi les troubles digestifs, donc à savoir l'anorexie. Déjà l'anorexie, les vomissements, la diarrhée, constipation. On recherchera un glucide, des troubles neurologiques, troubles de l'équilibre, troubles de la sensibilité profonde et superficielle, et troubles psychiatriques récents, signes de dépression par exemple. On recherchera aussi les signes d'hémolyse, chronique ou aiguë, à savoir ictère, splénomégalie et urine foncé. Syndrome hémorragique, méléna, épistaxis, gingivorragie, ménométrorragie chez la femme. Et on doit rechercher impérativement les signes d'intolérance ou signes de gravité de l'anémie, donc à savoir l'intensité des signes cliniques, les signes de choc, tachycardie, polypnée de repos, une hypotension, un retentissement sur d'autres organes, une décompensation d'une cardiopathie, une décompensation d'une insuffisance respiratoire, des signes neurologiques, vertiges, acouphènes, céphalées, crises convulsives. Et selon le résultat de notre interrogatoire et notre examen clinique, on sera plus orienté vers
telle ou telle pathologie. Donc, d'abord, devant toute anémie, on doit éliminer une fausse anémie par hémodilution, surcharge volémique, insuffisance cardiaque, grossesse au 3e trimestre, une splénomégalie, une hyperprotédémie, ce qui se traduit par un pic monoclonal qu'on voit souvent devant un myélome multiple ou une maladie de Waldenström. Devant toute anémie, on doit apprécier ses caractéristiques, donc VGM, CCRMH. Le VGM se traduit par une microcytose si le VGM est inférieur à 80 femtolitres, une macrocytose si le VGM est supérieur à 100 femtolitres, une normocytose si le VGM est entre 80 et 100 femtolitres. Devant une anémie microcytaire, à hypochrome ou pas, on doit demander une ferritinémie dans un premier lieu. Cette ferritinémie peut être basse ou normale ou élevée. Si on est devant une ferritinémie basse, donc on est devant une anémie ferriprive. Devant toute anémie ferriprive, le malade doit être supplémenté. Si l'anémie est sévère ou le patient présente des signes d'intolérance, donc le malade peut recevoir une transfusion par culot globulaire, bien sûr isogroupe isorésus phénotypé, avec lequel ensuite une enquête étiologique doit être faite systématiquement si pas de cause évidente, à savoir une fibroscopie œsogastro-duodénale complétée par une colorectoscopie, si la fibroscopie bien sûr est normale, et un avis en gynécologie avec échographie pelvienne chez la femme en activité génitale. Si la ferritinémie est élevée ou normale, on pensera dans un premier lieu à une inflammation, donc on demandera systématiquement un bilan inflammatoire, VSRP, EPP. Si positif, on sera devant une anémie inflammatoire dont on doit rechercher aussi l'étiologie, à savoir les maladies inflammatoires. Et si la ferritinémie est élevée ou normale, et selon le contexte clinico-biologique et l'âge du patient, donc si on est devant une pseudopolyglobuline microcytaire sans hypochromie, on pensera à une bêta-thal hétéro. On fera systématiquement une électrophorèse de l'hémoglobine, parce que devant toute pseudopolyglobuline microcytaire, une bêta-thal hétérozygote doit être éliminée. Dans ce cas-là, on aura une électrophorèse d'hémoglobine donnant ce résultat, une hémoglobine F entre 1 et 2% et une hémoglobine A2 entre 33,5 et 7%. Si on est devant une hémolyse chronique, avec antécédents personnels d'hémolyse et d'anémie sévère, chez un nourrisson ou un enfant, avec antécédents familiaux aussi d'anémie hémolytique congénitale, on pensera à une bêta-thalassémie homozygote ou alpha-thalassémie. Donc, on sera dans l'obligation de faire aussi une électrophorèse de l'hémoglobine après un bilan d'hémolyse. Dans ce cas-là, on aura une anémie microcytaire et hypochrome. L'électrophorèse nous mettra en évidence si on est devant une bêta-thal homozygote, une hémoglobine F élevée, une hémoglobine A2 élevée, une hémoglobine A absente. Et si on est devant une alpha-thal, l'électrophorèse de l'hémoglobine nous précisera la présence d'une hémoglobine H.
Si la ferritinémie est normale ou élevée, on pensera aussi à une anémie sideroblastique ou une carence en vitamine B6 ou une intoxication au plomb, saturnisme, et tout cela dépend du contexte clinico-biologique, bien sûr. L'anémie peut être, bien sûr, macrocytaire ou normocytaire. Donc, comme je l'ai précisé tout à l'heure, la macrocytose, c'est un VGM supérieur à 100. Et la normocytose, c'est un VGM entre 80 et 100 litres. Devant toute anémie macrocytaire ou normocytaire, un taux de réticulocyte doit être demandé, qui nous précisera si cette anémie est régénérative ou arégénérative, et cela selon le taux de rétic. Si le taux de réticulocyte est inférieur à 120 000 par millimètre cube, on sera devant une anémie régénérative. Et si le taux de réticulocyte sera supérieur à 120 000, on sera devant une anémie régénérative. Alors, devant toute anémie arégénérative, on doit éliminer une hypothyroïdie, une insuffisance surrénale, insuffisance rénale chronique, ischémisme chronique ou une inflammation débutante. Donc, c'est pour cela que l'interrogatoire a une place primordiale devant toute anémie. Donc, un myélogramme sera fait. Ce myélogramme nous montrera soit une moelle riche, et si on est devant une moelle riche avec une anémie franchement macrocytaire, on pense mégaloblastose. Donc, si on est devant un syndrome si on est devant un syndrome neuroanémique avec une anémie franchement macrocytaire, et le myélogramme nous montrera une mégaloblastose, on sera devant une carence en vitamine B12. Devant toute anémie par carence en vitamine B12, une exploration ou une enquête étiologique doit être faite à la recherche d'une maladie de Birman. Donc une fibroscopie œsogastro-duodénale avec biopsie étagée gastrique et duodénale systématique peut être faite à la recherche d'une atrophie villositaire. Et si on est devant une maladie de Birman, une surveillance stricte doit être faite avec fibroscopie œsogastro-duodénale chaque 2 ans, cas risque de transformation en cancer gastrique. Donc, si on est devant une anémie, macrocytaire, à tendance macrocytaire, donc un VGM ne dépassant pas les 110, avec un myélogramme montrant des dysplasies des différentes lignées, on sera devant une myélodysplasie. Et sinon, on pourra affronter ou sinon, le myélogramme pourra nous démontrer un envahissement médulaire, d'un lymphome ou de métastase d'une néoplasie sous-jacente ou une érythroblastopénie, dont les étiologies sont variables, peut-être auto-immune ou virale par parvovirus B19, peut-être toxique par le chloramphénicol, peut-être idiopathique chez l'adulte ou congénital chez l'enfant. Le myélogramme pourrait nous montrer une moelle pauvre. Dans ce cas-là, une biopsie ostéomédulaire avec étude histologique doit être faite systématiquement. Et dans ce cas-là, on sera devant soit une aplasie médulaire, une myélofibrose primitive ou secondaire. Si l'anémie est régénérative, avec un taux de rétique supérieur à 120 000,
Une hémorragie aiguë doit être éliminée, tout d'abord. Ensuite, l'hémorragie aiguë, donc un bilan d'hémolyse doit être fait. Une bilirubine totale, une bilirubine indirecte, aptoglobine LDH, voire ferritinémie. Donc, ce bilan nous montrera une hyperbilirubinémie indirecte avec aptoglobine élevée et LDH élevé ou normal. Si hémolyse, et selon le contexte clinico-biologique, on sera mené à faire un test de Coombs ou un frottis sanguin ou électrophorèse de l'hémoglobine, selon le contexte clinique, et mené à faire l'un des examens complémentaires, test de Coombs, frottis sanguin, électrophorèse de l'hémoglobine, selon le contexte clinique, et on sera devant soit une cause corpusculaire, donc un défaut intrinsèque du globule rouge, donc une anomalie membranaire, l'HPN, qui est l'hémoglobinurie paroxystique nocturne, dont le diagnostic se fait par immunophénotypage sanguin, qui nous montrera un déficit du CD55 et CD59. Et la MSH, donc la microsphérocytose héréditaire, caractérisée au frottis sanguin par la présence de microsphérocytes, et bien sûr avec des signes de régénération. Ces microsphérocytes sont des globules rouges arrondis, non biconcaves. Le diagnostic se fait par test de résistance globulaire, mais le meilleur test diagnostique est l'ectacytométrie, qui consiste à quantifier les globules rouges déformés. Sinon, une anomalie enzymatique, donc déficit en G6PD. Le diagnostic se fait par dosage de cette enzyme, ou déficit en pyruvate kinase, donc aussi le diagnostic se fait par le dosage de cette enzyme aussi. Sinon, on sera devant une anomalie d'hémoglobine, donc le syndrome drépanocytaire majeur, caractérisé au frottis sanguin par des drépanocytes, donc cellules en faux. Le diagnostic se fait par électrophorèse de l'hémoglobine, qui nous démontrera une hémoglobine S supérieure à 50% et une hémoglobine F élevée avec absence d'hémoglobine A. Et selon le contexte clinico-biologique, on peut être en face d'une cause extracorpusculaire, donc une agression extrinsèque du globule rouge, et on sera devant soit une cause immunologique ou une cause non immunologique. Pour les causes immunologiques, on pourra être devant une anémie hémolytique auto-immune causée par la fixation d'auto-anticorps sur les globules rouges, provoquant une lyse par le complément. Sinon, on pourra être en face d'une cause immunologique immunoallergique déclenchée par une prise médicamenteuse, le plus souvent une antibiothérapie, ou une alloimmunisation post-transfusionnelle ou materno-fétale. Pour les causes non immunologiques, à savoir infectieuses, paludisme par exemple, toxiques par venin ou champignons ou métaux lourds, plomb ou cuivre, ou sinon mécaniques pour les causes extracorpusculaires non immunologiques mécaniques. On retrouve au frottis sanguin la présence de schizocytes qui est pathognomonique chez ces patients. Donc les schizocytes, c'est des globules rouges détruites. Donc c'est des fragments de globules rouges retrouvés au frottis sanguin, qu'on voit au frottis sanguin. Cette cause mécanique peut être due à une hémolyse cardiaque, donc soit sur valve calcifiée ou sur valve mécanique. Devant toute hémolyse sur valve mécanique, on doit éliminer une désinsertion ou une thrombose, ou
par circulation extracorporelle lors des interventions cardiaques, ou sinon devant toute microangiopathie thrombotique. Donc s'il n'y a pas d'hémolyse, on sera devant une régénération médulaire. Donc si bilan d'hémolyse négatif, le diagnostic sera une régénération médulaire. Donc voilà pour aujourd'hui, je vous remercie pour votre attention. N'oubliez pas de me suivre sur mes comptes Facebook et Instagram et de vous abonner à ma chaîne YouTube. Si vous avez des questions, vous pouvez me les laisser en commentaire. Je vous répondrai avec plaisir. À bientôt!